Je suis né ici en 1822 dans cette belle ville de Dole. Quand j'avais 2 ans et demi, nous avons déménagé. Et l'année de mes 8 ans, mon père, ancien sergent de Napoléon Bonaparte, reprit une tannerie à Arbois. À l'école, j'étais un élève assez moyen, mais que voulez-vous, je préférais me consacrer au dessin et à la peinture où j'excellais. Lorsque je me retourne sur mon passé, je me demande ce que je serais devenu si je n'avais pas abandonné les arts pour les sciences. Et me voici à 25 ans, agrégé de sciences physiques de l'École normale supérieure de Paris et docteur en physique, avec une folle envie de commencer ma carrière. La première fois que je l'ai vu, j'ai été frappée par l'éclat gris-vert de son regard, sa moustache et son petit bouc. Mon père, recteur de l'université de Strasbourg, a tout de suite apprécié ce nouveau professeur, ses bonnes manières, sa délicatesse et sa modestie, alors que l'Académie des sciences avait déjà remarqué ses travaux. Marie, je l'ai remarqué tout de suite. Ses grands yeux très bleus, sa gaieté à la fois franche et discrète, sa bonté. Elle avait toutes les qualités que je pouvais désirer chez une femme. Mariage le 29 mai 1849. J'ai 23 ans et lui 26. Ce fut le début d'une fabuleuse aventure qui commence par la découverte du Jura. Coup de foudre pour cette magnifique région. Dole, qui le vit naître. Marnaux, le village de sa maman. Aiguepierre, où se trouve sa première école. Et enfin Arbois, où il a grandi. Passionnée, moi aussi, par ses recherches, j'ai toujours été là pour le seconder. Secrétaire, assistante, préparatrice, comptable. Laboremus, laboremus. Telle est sa devise. Travaillons, travaillons. Laboremus, laboremus. Le hasard ne sourit qu'aux esprits préparés. Ce qui a rythmé nos vies, la naissance de nos enfants, bien sûr, Jeanne d'abord, qui vit le jour en 1850, et 18 mois plus tard, Jean-Baptiste. Pour être franche, j'espérais que nous nous en tiendrions là le plus longtemps possible. Le métier de mère, je l'avoue, se révèle pénible pour moi. J'admire Louis pour sa patience avec les 2 petits. C'est un père modèle, qui tout en travaillant beaucoup, trouve encore le moyen de consacrer chaque jour un instant à bercer son nouveau-né et à prendre soin de sa fille. Marie nous a donné un 3e enfant. Nous l'appellerons Cécile. Ce poste de doyen de la nouvelle faculté des sciences de Lille est parfait. Je dispose enfin d'un vrai laboratoire tout neuf. À Lille, Louis continue à travailler avec ardeur. Il est plongé maintenant dans le jus de betterave jusqu'au cou. Il passe ses journées dans une fabrique d'alcool. Drôle d'endroit pour faire de la recherche. Mais son mémoire sur la fermentation lactique est enfin prêt. Attention, révolution en vue! Il n'y a pas d'hésitation. C'est la levure qui fait la fermentation alcoolique. Sans elle, pas de transformation. Mais d'autres micro-organismes sont néfastes et peuvent gâcher la production. Adieu Lille. Louis est nommé administrateur de l'École normale supérieure à Paris. Comme le temps passe vite. Déjà 1 an que notre petite Marie-Louise est née. J'ai repris mes crayons et j'ai fait un bien joli portrait de cette petite tête ronde en train de téter sa maman.
La fièvre typhoïde nous a pris ma pauvre petite Jeanne, si bonne, si pleine de vie, si heureuse de vivre. Elle n'avait que 9 ans. Je viens d'entendre le bruit de la bière et des cordes qui la descendent au fond de sa fosse, et le bruit de la terre qui retombe sur ce bois si vide et si plein. La disparition de Jeanne a laissé dans nos vies un vide insoutenable que nous combattons par un travail acharné. Avec Louis, nous parcourons les Alpes et les montagnes du Jura pour prélever des échantillons d'air et vérifier s'ils contiennent des micro-organismes. Cher mon poupet, tu viens d'entrer dans l'histoire. J'ai enfermé ton bon air dans mes bocaux, je l'ai comparé à celui de Paris et des Alpes, et j'ai prouvé que c'est bien l'air qui transporte les micro-organismes. Voilà qui signe la mort de la théorie de la génération spontanée. Aucun être vivant ne peut naître sans avoir été procréé. L'empereur Napoléon III vient de charger mon cher Louis d'étudier les maladies du vin. J'aimerais être plus présente pour l'aider, mais ma nouvelle grossesse m'a épuisée. Heureusement, la naissance de Camille a rapporté du soleil dans nos vies. Nos vins qui s'abîment, c'est à cause des micro-organismes. Ils ne s'altèrent plus si ces germes sont tués en les portant à une température comprise entre 60 et 100 degrés. Je viens de déposer un brevet pour cette découverte. Nouvelle mission pour Louis. Sauver les magnaneries de verre à soie de Provence, décimées par les maladies. Nous allons créer un petit élevage de vers dont je m'occuperai pour que Louis puisse les étudier plus facilement. Je suis impatiente de commencer et je sais que Louis sauvera ces pauvres petites bêtes. Camille. Notre petite Camille souffre d'une tumeur au foie. Je la berce, je lui chante tous les refrains que je connais. J'exauce tous ses souhaits de petite fille de 2 ans, sauf celui qu'elle demande sans cesse. Lui enlever son bobo. Hier, j'ai coupé une mèche de cheveux de Camille. Ce matin, elle est morte, en essayant de réchauffer ses petites menottes dans les grandes mains de Louis. Après Camille, c'est le tour de Cécile, emportée par la typhoïde. Ils mourront donc tous les uns après les autres, nos chers enfants. Ces fourmillements à la joue et aux orteils du pied gauche, ce froid qui m'envahit. Marie, je t'en prie, tu diras à l'empereur que je suis mort avec le regret de n'avoir pas assez fait pour honorer son règne. Une congestion cérébrale. J'ai cru le perdre. Tous les matins, Napoléon III fait prendre de ses nouvelles. Il a été soigné comme un être sacré, dont la guérison importait à l'humanité tout entière. Mais il ne retrouvera jamais l'usage complet de son bras gauche. Choléra des poules, charbon des moutons, rouget du porc. Les maladies et les microbes reculent face aux découvertes de Louis. Et il a démontré que l'hygiène et l'asepsie évitent l'infection des plaies. Mon nouveau procédé pour immuniser les animaux contre certaines maladies fonctionne. Je vais l'appeler vaccin. Et je pense à mes 3 filles emportées par des maladies injustes. Et mon cœur se serre. À quoi bon toutes ces recherches si je ne peux sauver les enfants? Alors, puisque la rage fait des ravages, eh bien c'est à elle que je vais m'attaquer.
son visage, ravagé par l'angoisse. Mais ce regard chargé d'une confiance infinie qu'elle porte sur Louis, son fils Joseph, mordu par un chien enragé, attend. Face à Louis, le docteur Grancher tient une seringue. Le vaccin contre la rage. Sans lui, Joseph mourra. Mais avec lui, survivra-t-il? Le visage de Louis est tordu par le doute et l'inquiétude. Le vaccin si efficace sur les chiens, sauvera-t-il Joseph? Je regarde la mère de Joseph droit dans les yeux. Un silence. Une éternité. Elle hoche la tête. Alors je pense à Jeanne, Camille, Cécile, mes filles chéries. Je fais signe au docteur Grancher. L'aiguille s'enfonce dans l'abdomen de Joseph. « 10 jours ont passé. Joseph est sauvé. Je n'ai jamais douté de mon mari. La rage est vaincue.